Bonsoir. Après les témoignages extrêmement forts, les témoignages terribles que nous venons d'écouter, à l'instant celui de Larissa dont le mari est depuis 10 ans emprisonné, auparavant celui de Maxime Bouktievitch, celui de Monsieur Tarassov, on est submergé d'une part par l'émotion, mais aussi par des sentiments qui nous amènent à réfléchir et à chercher des éléments de réflexion sur ce que nous venons de voir, de façon à mieux nous armer, de mieux nous donner des arguments dans le combat que tous nous menons, parce que ici nous sommes tous dans ce combat, j'en suis convaincu. La première chose, c'est que je veux dire, et je pense que j'exprime le sentiment de tout le monde, le film de Evgenia Tchirikova, c'est quelque chose d'absolument fort, d'absolument aussi, je dirais presque essentiel pour ce que nous devons faire dans les mois qui continuent devant nous. Et j'aimerais que nous, notre association et d'autres, nous puissions utiliser ce film, le diffuser, le montrer autant que faire se peut. Pourquoi ? Pas seulement en tant que tel, parce qu'il est dit dedans, mais parce qu'il détruit quelque chose qui a toujours été la force des dictatures, c'est-à-dire le fait de dire « mais non, on dit ça, mais ne croyez pas, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible comme ça tout ce que l'on raconte ». Or, pourtant, et c'est ça la force de ce film nous montre qu'il faut croire l'incroyable. Et en regardant ça et en pensant à ça, je me suis souvenu, permettez cette petite incise historique, quand le résistant polonais Jan Karski se rend aux États-Unis en 1942, qu'il rencontre Roosevelt et Félix Frankfurter, son responsable du département de justice, qu'il raconte ce qu'il a vu dans les camps et les témoignages qu'il ramène concernant le sort des Juifs, Félix Frankfurter lui dit « Je ne dis pas que vous dites des mensonges, mais je ne peux pas vous croire. » Donc, il y a toujours cette idée que c'est incroyable. Et le film d'Evgenia Tchirikova montre qu'il faut le croire. C'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement fort. On est obligés, nous tous, aujourd'hui, de parler de ce film et de chercher de le diffuser. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand ce meeting a été préparé, on était parti sur la question des prisonniers ukrainiens, question essentielle, question fondamentale, abordé par tout le monde, et puis on a décidé, je crois que c'est vous Galia, de l'élargir aux autres questions, c'est-à-dire aussi bien celui des destructions causées par la Russie en Ukraine que celui des déportations d'enfants, dont tout un chacun a parlé. Et là, je veux dire la chose suivante, parce que justement ça a à voir avec ce « croyez l'incroyable ». En 2022, au début de la guerre, en mai-juin, le président Zelensky a parlé des déportations d'enfants dans une de ses causeries qu'il faisait tous les jours. Il a mentionné ça. Et puis, c'est retombé dans le silence parce qu'il y avait tellement d'autres choses sur la guerre et que fondamentalement, c'était un peu il dit ça, mais jusqu'à quel point, combien, comment, etc. Donc, on a eu notre propre moment. Croyez l'incroyable. Alors certains d'entre nous savaient que déjà après 2014 en Crimée, il y avait eu des déportations d'enfants. Mais au niveau global, au niveau général du monde, on ne se rendait pas compte et c'était quelque chose d'incroyable. Ça a été le combat premier et le plus important de notre association qui a été de rendre ce fait public, de le faire connaître. Et avec l'aide de l'écrivain Jonathan Little, nous avons, dès le mois d'août, alerté par une tribune dans le journal Le Monde sur les déportations d'enfants. Puis nous avons constitué, avec un travail exceptionnel d'une équipe de l'association et aussi d'amis russes, nous avons constitué à partir des sources ouvertes les preuves de ces déportations, les faits qui montraient que c'était des choses qui étaient organisées intentionnellement par Vladimir Poutine directement avec sa commissaire aux droits de l'enfant. Et ceci a abouti, avec sûrement d'autres interventions, à l'inculpation de Poutine et de Maria Lvova-Belova par la Cour pénale internationale. Nous ne nous sommes pas arrêtés là et nous avons fait une deuxième enquête qui est très importante, même si elle a été moins médiatisée. Cette deuxième enquête sur les déportations d'enfants montrait que ce n'était pas Vladimir Poutine dans une sorte de mégalomanie personnelle ou Madame Lvova-Belova dans son amour infini des enfants qui organisait ces déportations. C'était un système préparé avant l'intervention de 2022, avant la guerre. Il y avait des gens qui travaillaient à cela en Russie, qui organisaient cela. Et c'était un système d'une ampleur extraordinaire. Pratiquement
tous les dirigeants du parti Russie Unie, jusqu'au niveau N-1, N-2, tous ces gens étaient, dès avant la guerre, impliqués dans les déportations. Jusqu'au patriarche de l'église orthodoxe de Moscou, ce célèbre trafiquant de cigarettes, qui par ailleurs était impliqué, bénissait ses actions et avait sa main dans les déportations d'enfants. Ça a été l'objet d'une deuxième communication. Pourquoi je dis tout ça? Pour dire, il y a un système organisé. Et même quand on prend quelque chose dont on peut dire, oh, c'est la brutalité insupportable de la soldatesque. Prenons par exemple le cas des viols qui ont été commis à Boutcha, à Irpin et dans tant d'autres endroits. On se dit, oui, c'est les excès d'une armée de brutes, etc., etc. Mais regardez ce fait. Le 243e régiment aéroporté, dont le New York Times a montré et a prouvé qu'il était ceux qui ont commis ces viols à Boutcha, qui fait partie de la 65e brigade motorisée. Eh bien, ces unités-là ont été élevées ensuite par Vladimir Poutine au titre honorifique de brigade de la garde. Le fait d'être de la garde signifie qu'elles sont honorées pour leur héroïsme. Donc, il y a bien un lien direct entre la politique du Kremlin, entre Vladimir Poutine et tous les crimes qui sont commis. Et on a parlé de toute la suite. On a parlé d'Izium. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'y être il y a quelques semaines pour livrer du matériel qui avait été collecté à la 3e brigade, pour la 3e brigade d'assaut. Quand on arrive à Izium, on se dit, tiens, là, je suis tout près du front. Il y a des drones qui circulent et on entendait quelques tirs. Et puis en même temps, on se dit, oui, mais ici, je suis à l'endroit où a été découvert un charnier terrible avec des centaines de corps. Je suis à l'endroit où plus de 30 de ces corps portaient des signes des tortures les plus violentes, où certains ont été émasculés. C'est ça, le système qui a été mis en place là-dedans. Et à ce moment-là, on comprend quelque chose d'autre qui est très important, c'est que tout ça forme un ensemble. Pourquoi je dis que tout ça forme un ensemble et que c'est très important pour nous de comprendre comment des déportations d'enfants, des tortures de prisonniers, des viols qui sont commis, des destructions, c'est un tout. Ce ne sont pas des actes, aussi répréhensibles soient-ils, qui seraient séparés. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Bernard-Henri Lévy a dit quelque chose de très important. Il a parlé de la coalition des volontaires en disant, on se demande à quoi elle est volontaire. Si elle était vraiment volontaire, elle se porterait sur le front. Mais la question qui est derrière, et il faut que chacun de nous y réfléchisse, c'est la nature de la guerre qui est menée par la Russie. Ce n'est pas une guerre territoriale, on l'a dit, mais si c'est pas une guerre territoriale, qu'est-ce que c'est comme guerre? C'est un point très important. Il y a eu un paradoxe qui est que en France, où nous avons des grands penseurs, nous avons un penseur, peut-être un peu oublié, mort il y a un certain temps, qui est Raymond Aron. Raymond Aron, dans un livre exemplaire qui s'appelle Penser la guerre, Clausewitz, explique que comprendre la nature de la guerre est essentiel pour pouvoir définir des buts de guerre et pour pouvoir vaincre. Donc ici, nous sommes devant une guerre dont il faut comprendre la nature. C'est une nature terroriste, comme cela a été montré. C'est une nature négationniste, parce que ça vise à nier l'existence de l'Ukraine, piller ses œuvres d'art, détruire la langue ukrainienne. Nous le savons tous. Et c'est une guerre génocidaire, au sens où Raphaël Lemkin l'expliquait indépendamment même de la convention du statut de Rome ou de la convention de 1945. C'est-à-dire, indépendamment que tel ou tel acte soit génocidaire, et les déportations d'enfants le sont, mais indépendamment de ça, tous les autres actes, ils ne sont pas forcément génocidaires en soi, mais ils constituent un faisceau d'actes qui, ensemble, définissent une guerre génocidaire. Et à partir de ce moment-là, on comprend l'impasse dans lequel sont les gouvernements européens actuellement. L'impasse, malheureusement, tragique de notre coalition des volontaires. Pourquoi? Parce que, n'ayant pas compris la nature de la guerre, ou l'ayant compris mais l'ayant évacuée, ils ne peuvent pas se fixer les buts de guerre nécessaires. Ils ne peuvent pas proposer autre chose que une force d'interposition qui interviendrait après un cessez-le-feu, qui vraisemblablement n'interviendra pas, ou qui éventuellement interviendrait en cas de défaite de l'Ukraine, et à ce moment-là, par je ne sais quel moyen, on sauverait une certaine... Donc, ils n'ont pas de but de guerre, parce qu'ils n'ont pas d'analyse de la nature de la guerre. Une fois dit ça, je voudrais... peut-être, si vous me permettez, terminer par quelque chose de positif et d'extrêmement important.
Cette chose positive, c'est l'appel qui a été lancé par les prix Nobel Alexandra Matvichuk et Oleg Orlov que vous avez vu à l'écran. Cet appel qui s'appelle People First, les humains d'abord ou l'humain d'abord, ou les deux ensemble si vous voulez. Cet appel est essentiel parce qu'il dit, et ça aussi ça a été dit tout à l'heure déjà en partie, il dit il ne peut pas y avoir, il ne doit pas y avoir de négociation tant que l'on ne pose pas d'abord et en préalable la libération des prisonniers civils ou militaires qui se trouvent dans les territoires occupés et en Russie, et le retour des enfants. Tant qu'on ne présente pas les choses comme ça, on esquive ces questions-là. C'est extrêmement typique de nos diplomates, de tous ceux qui prétendent faire de la réelle politique. C'est-à-dire que d'un côté, si vous allez les voir individuellement, ils vont dire « Ah oui, c'est horrible ce que font les Russes, ils font des choses horribles ». Ils peuvent peut-être même à la limite voir votre film, Madame Tchirikova, dire « Oh, c'est terrible, mais j'en avais entendu parler, mais c'est horrible ». Mais en même temps, ils mettent ça de côté et en même temps, ils rentrent dans des négociations où ceci s'est esquivé, on verra plus tard et ça sera pour, en réalité, jamais. Donc, cet problème-là qui est présenté par les prix Nobel, Alexandra Matvichuk et Oleg Orlov, de dire partons du fait que les humains d'abord, la libération des prisonniers d'abord, le retour des enfants d'abord, c'est en réalité pas quelque chose d'utopique, quelque chose qui serait généreux mais inutile. C'est en réalité la seule façon de s'adresser aujourd'hui à la Russie et de prendre conscience de la seule façon dont nos gouvernements doivent et peuvent agir. Merci à vous et Slava Ukraine.